Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'on va voir pourquoi le football est si cruel. C'est le sport le plus suivi au monde, donc forcément que les joueurs comme les coachs subissent énormément de critiques. Donc on va s'intéresser au côté humain, quand je parle du mot cruel, mais aussi au côté sportif. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un joueur peut être très très vite mis sur un piédestal, comme très vite être mis plus bas que terre aussi. Et ça, c'est autant valable pour les supporters que pour les dirigeants que pour la valorisation qu'on donne aux joueurs d'un point de vue financier. Par exemple, aujourd'hui, un joueur peut être valorisé à plus de 100 millions d'euros et une saison plus tard, on peut voir sa valeur diminuer ou même être divisée par 3 ou par 4 et c'est même plus surprenant. Et tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, tout va très très vite dans ce sport. Sans parler du fait que les jeunes jouent de plus en plus tôt, qu'aujourd'hui, quand tu as 25-26 ans, tu commences à devenir vieux. Bon, ça, c'est des phénomènes encore différents. Mais par rapport à tout ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ce sport devient et comment ça se fait qu'on arrive aussi loin dans nos réflexions en allant surtout aussi vite. Alors déjà, pour commencer, moi, j'aimerais parler du fait que aujourd'hui, ou même depuis toujours, justement, on aime romancer les choses dans le football. C'est un sport qui est énormément basé sur l'histoire. Quand on regarde par exemple la situation d'un club comme Manchester United, après on peut parler de plein d'autres clubs, hein, mais aujourd'hui ils sont en crise, sportivement, économiquement, institutionnellement. Et donc pour trouver des solutions, pour réussir à relancer ce club, on va toujours regarder les périodes où ça allait très très bien, les périodes où ils gagnent des titres et on va essayer de refaire en sorte que ça se passe de la même manière pour retrouver le succès. Et ça, c'est valable aussi, par exemple, pour le Barça, comme pour d'autres clubs, hein. J'ai pris un exemple comme ça en parlant d'United, mais c'est valable pour tous les autres clubs. Et ce sport-là nous a toujours amené à penser comme ça. Je vais maintenant vous donner des exemples précis pour qu'on puisse en débattre. Commençons en parlant des joueurs. Et là, on va parler de la Coupe du Monde 2022 pour prendre un exemple assez récent. On va parler du cas de Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé. Si aujourd'hui je vous demande quel a été le meilleur joueur de l'équipe de France durant cette Coupe du Monde, la grande majorité des gens vont me dire Kylian Mbappé. Alors qu'en réalité, je pense que c'est clairement Antoine Griezmann qui a été le meilleur joueur. Alors on ne va pas rentrer dans le détail par rapport à cela, mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que Griezmann fait une Coupe du Monde exceptionnelle où il a été très régulier, où il a eu ce rôle de milieu de terrain qui avait un gros abattage de manière défensive, mais aussi avec ballon, il a porté beaucoup et il a été très régulier tout le long de la compétition. Quand on regarde en soi, ce qu'on va surtout retenir, c'est sa finale, qui a été totalement ratée face à l'Argentine, où il sort même en cours de jeu, il est vraiment passé à côté de son match. Alors qu'Mbappé, lui, met un triplé. Et c'est très très marquant, et c'est les dernières images qu'on a de la Coupe du Monde, de l'équipe de France, donc forcément c'est ce qui va nous rester en tête. Et puis c'est vraiment un match très très fort, très impressionnant d'Mbappé. Mais globalement, sur toute la compétition, le joueur qui a été le plus important et le plus performant pour l'équipe de France, c'est Antoine Griezmann. Et ça, aujourd'hui, les gens ne vont pas forcément le prendre en compte. Pourquoi? Parce que déjà, d'un point de vue statistique, Mbappé a marqué plus de buts, a été donc plus décisif, a eu un match marquant, donc ça marque les esprits. Mais par rapport à ça aussi, là je prends cet exemple qui est assez récent, mais globalement dans le foot c'est toujours comme ça. On va regarder un petit peu les moments marquants, les joueurs qui marquent des buts, qui sont clairement décisifs, et c'est eux qu'on va surtout retenir. C'est eux que l'histoire va retenir, parce que quand on sera d'ici là en 2040, en 2050, on va parler de la Coupe du Monde 2022, on va dire ah ouais, c'est là où Mbappé a mis son triplé en finale face à Lionel Messi, face à l'Argentine. Et là, tout de suite, on va se dire que ça a été lui forcément le meilleur joueur de l'équipe de France. Ici encore, il y a un débat parce que beaucoup de gens pensent tout de même que Mbappé a été meilleur. Bon, pour moi, ce n'est pas le cas, mais vous comprenez que dans l'idée, avoir des images fortes, c'est toujours beaucoup mieux pour pouvoir être retenu et pour avoir l'avis, on va dire, du grand public. Globalement, c'est ce qui fait l'affaire. Ensuite, si on prend un autre exemple, il y a le cas de Ronald Araujo, qui a pris récemment un carton rouge face au PSG en Ligue des Champions, et beaucoup de gens l'ont énormément critiqué à juste titre, parce que honnêtement, ça a été quand même assez débile de prendre cette décision-là, de faire la faute à ce moment-là du match. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, quand tu vois que énormément de gens se disent tout simplement que c'est pas un défenseur de haut niveau, tu comprends que beaucoup de gens se font un avis sur une seule action. Alors, c'est pas n'importe quelle action, elle est très importante. C'est lors du match le plus important de la saison du Barça, évidemment. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, Araujo, c'est un joueur qui, dans le passé, a prouvé qu'il pouvait vraiment faire des matchs exceptionnels face aux meilleurs attaquants au monde. Il n'a pas non plus énormément de matchs références, mais notamment face à Vinicius, qui est un des meilleurs ailiers au monde, il a déjà prouvé qu'il peut le stopper à lui seul. Mais il a eu plein de matchs où le Barça avait une défense catastrophique et pourtant il arrivait vraiment à faire de grosses
grosse différence individuelle, mais ça, on en l'oublie presque. Où on va commencer à dire qu'il a des défauts à la relance et que c'est pas vraiment un joueur adapté au Barça. Alors que ça, on l'a toujours su. Il n'a jamais été bon avec ses pieds et c'est aujourd'hui qu'on va en parler parce qu'il a fait une faute vraiment très importante qui a causé beaucoup de tort au Barça. Là, c'est un exemple très récent. Donc forcément, aujourd'hui, il y a beaucoup de réactions à chaud encore lors du moment où on en parle. Mais globalement, c'est souvent comme ça. Lorsqu'un joueur fait une erreur qu'on va retenir dans les années à venir, parce que croyez-moi, ce carton rouge-là, on va pas l'oublier, hein. D'ici quelques années, on va encore s'en rappeler, mais on va se dire qu'Araujo, c'était pas non plus un si bon défenseur que ça. Sauf si, évidemment, il arrive à se relancer complètement et à faire des matchs références. Et là, évidemment, c'est encore autre chose. Mais par rapport à tout ça, c'est important de se dire que les images fortes comme ça vont faire que beaucoup de gens vont se donner un avis là-dessus. Si maintenant on parle des coachs, il y a le cas de Arteta. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de gens dire que Arteta est un loser. Arteta est un coach qui n'arrive pas à gagner des titres, en tout cas des titres majeurs, et qui arrive à amener Arsenal au sommet. Pour moi, les gens sont beaucoup, beaucoup trop durs avec ce coach, avec ce club aussi, parce que quand on regarde le projet est vraiment très solide. Aujourd'hui, Arsenal, pour moi, est l'une des meilleures équipes au monde. Quand on voit la production qu'ils arrivent à faire sur le terrain au niveau du jeu proposé, quand on voit la progression des jeunes, quand on voit la cohérence de style de jeu, ce que le club dégage, c'est vraiment, vraiment très puissant et c'est vraiment à saluer et à respecter. Évidemment que quand tu es face à Manchester City, en première ligue, c'est difficile de gagner la compétition. Même quand ils font une saison exceptionnelle, c'est pas assez. Il faut encore plus. Et puis en Ligue des Champions, il te faut de l'expérience, il te faut du temps. Tu ne peux pas la gagner tout de suite en revenant à peine en Europe. Ça, c'est sûr. Donc par rapport à ça, pour moi, les gens sont trop difficiles. On regarde les résultats, on voit qu'au final, en première ligue, bon, c'est pas encore fait, mais pour l'instant, ils ont encore une fois un petit peu de choc. Et on voit qu'en Ligue des Champions, ils se sont fait éliminer en quart de finale. Donc on va dire qu'au final, ouais, Arsenal, c'est pas si fort que ça, ils gagnent rien. Alors que globalement, il y a quand même très peu d'équipes qui ont une telle régularité, qui ont des joueurs si performants, qui ont vraiment une telle cohérence dans leur projet sportif. Donc par rapport à tout ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, si on prend un autre exemple, il y a celui de Pep Guardiola. Et Guardiola, c'est vraiment un bon exemple pour moi parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans sa carrière. Mais notamment dans son passage à City. Guardiola s'est quand même fait beaucoup, beaucoup critiquer en Ligue des Champions. Et beaucoup de fois, on a critiqué ses choix par rapport à ses compos, par rapport à des choix tactiques qu'il a fait, etc. Bon, je pense que déjà, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à cerner le jeu de Guardiola. Ils ne comprennent pas ses choix parce qu'ils ne comprennent pas comment il joue. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important de prendre en compte parce que quand tu vois des gens qui pensent encore que Guardiola joue en 4-3-3 ou je ne sais quoi, forcément qu'ils sont surpris quand tu vois un ailier qui joue au milieu de terrain ou je ne sais quoi. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Maintenant, en dehors de ça, surtout, on voit que souvent Guardiola, on dit qu'il exagère, qu'il veut faire des coups de génie là où c'est pas forcément utile et que forcément, quand il perd un match en tentant quelque chose, c'est automatiquement de sa faute, mais quand il y arrive, bah là, c'est un coup de génie. Vous allez me dire qu'en soi, c'est logique, mais non. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Guardiola a toujours tenté de surprendre l'adversaire, de s'adapter et de jouer en fonction des forces et faiblesses de son adversaire en question. Ça, il a toujours fait, au Barça, au Bayern, à City. Mais à chaque fois, on va en parler uniquement quand ça ne passe pas, quand il va se rater, alors qu'en soi, tout n'est pas à mettre sur son dos. Regardez par exemple récemment, il s'est fait éliminer par le Real Madrid, mais quand on regarde le match à l'Etihad, 1-1, le Real Madrid s'est fait quand même énormément dominer. Les plus grosses occasions étaient pour City. Et malgré ça, ils se sont fait éliminer. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez reprocher à Guardiola? Il n'y a pas grand-chose à dire, tout simplement. Lui, il a tenté le tout pour le tout. Il a essayé de jouer un football très offensif. Il a vraiment motivé ses joueurs pour essayer de marquer le plus possible. Maintenant, ils n'ont pas su. Si Erling Haaland n'est pas efficace, si De Bruyne n'est pas à 100% physiquement, si Ruben Dias, cette saison, défensivement, c'est pas non plus très solide, toutes ces choses-là, même Rodri, qui lors de cette double confrontation n'a pas été à son meilleur niveau, tout simplement, ça, ce n'est pas de sa faute. Il ne peut pas non plus tout contrôler. Et pourtant, on pourrait par exemple lui reprocher, encore une fois, parce qu'il n'est pas passé face au Real Madrid. Mais tout ça, pour moi, c'est très dérangeant. Et au final, on retient deux choses de tout ce que je vous ai dit. Les images marquantes et les moments forts seront retenus dans un premier temps. Et ensuite, les résultats finaux vont être tout simplement la voie de la raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une équipe gagne, elle a forcément raison. Regardez par exemple encore une fois par rapport à ce match entre City et le Real Madrid, 1-1 où le Real Madrid finit par se qualifier. Imaginez par exemple que City gagne le match 2-1 ou 3-1 au final au bout des prolongations. À ce moment-là, Ancelotti
se serait fait quand même allumer par tous les médias, par énormément de supporters du Real Madrid aussi, en disant que c'est pas normal de proposer si peu de jeux en Ligue des Champions alors que tu es le Real Madrid, alors que tu as des grands joueurs. Et là, on n'a rien dit parce que c'est passé. Et parce que, on va dire, ils ont réussi à le faire, ils ont réussi à tenir. Beaucoup diront qu'au final, le résultat compte. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus nuancer les choses. Et là, c'est pas pour critiquer Ancelotti ou qui que ce soit, mais je pense qu'au final, on donne toujours raison à la personne qui a eu le bon résultat. Mais c'est pas si simple que ça le football. Surtout d'un point de vue coach, on comprend bien que tu peux avoir la bonne tactique, il y a des faits de jeu que tu ne peux pas forcément contrôler. Si on revient au match entre le PSG et le Barça, qu'est-ce que vous voulez que Xavi fasse à partir du moment où son joueur pète les plombs, prend un carton rouge et tue complètement l'équipe alors qu'ils avaient 2 buts d'avance, ils étaient à domicile et avaient tout pour se qualifier en demi-finale. Et le plan de jeu au match aller était vraiment excellent. Au match retour, il avait l'air d'être très cohérent aussi. Donc là, à ce moment-là, c'est plus dans les mains du coach. Et surtout en Ligue des Champions, surtout dans les Coupes du Monde, dans les grandes compétitions, souvent il peut se passer beaucoup de choses. Et au niveau des joueurs aussi, ça peut tourner très très vite. Un penalty obtenu, tu peux marquer ton but, te relancer, reprendre la confiance, comme pour Kylian Mbappé, et là, finir avec un triplé et marquer les esprits. Mais si jamais tu n'as pas ce penalty, peut-être que tu vas jamais te relancer dans ce match-là. Donc voilà, tout peut aller très très vite dans les deux points de vue, et je pense qu'on tire un peu trop de conclusions hâtives et que au final, on ne prend pas assez le temps d'analyser le contenu et se dire que la finalité n'est pas non plus la voie de la raison et qu'il peut y avoir d'autres manières de voir les choses et pas toujours se référer à l'avis du grand public et se mettre là-dedans aussi pour suivre un peu la tendance. En tout cas, tout ça, c'est mon point de vue. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à toutes ces choses-là. Puis sinon, moi, je vous dis peace.